Comment contrer l'offensive des véhicules électriques chinois en Europe? C'est le thème du Zoom de ce Smart Impact avec Marie Chéron. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable de la e-mobility chez Transport et Environnement France, qui est l'organisation experte du transport propre et de l'énergie en Europe. Il y a donc eu une décision européenne annoncée en juin dernier, actant d'une concurrence déloyale des véhicules électriques chinois. Déjà, pourquoi on peut parler de concurrence déloyale ? Alors, il y a une concurrence qui s'est durcie entre trois blocs, la Chine, l'Europe et les États-Unis. Il faut bien comprendre que la Chine a un temps d'avance sur l'électrique et qu'en ce moment, ce qui se joue, c'est qui va prendre sa place dans cette course à l'électrique. Donc, les Chinois ont un temps d'avance. Ils ont aujourd'hui un marché qui commence à être dominé par l'électrique. Ils ont 50% de part de marché électrique. Ils fabriquent des batteries 2 fois moins chères, LFP 2 fois moins chères que les batteries qui sont produites en Europe en NMC. Et il y a eu un contexte de suspicion de sursubvention aux acteurs chinois. Et il faut savoir que les Chinois ont une surcapacité, c'est-à-dire qu'ils produisent plus de véhicules. Donc il y a la tentation... Oui, leur marché ne peut pas absorber tous les véhiculs qu'ils produisent. Exactement. Et donc du coup, il y avait la crainte aussi de voir arriver des véhicules chinois, donc nettement moins chers, comprenez le contexte, que ceux des constructeurs européens qui ont pris du retard sur l'électrique. Donc la concurrence est rude vis-à-vis des Chinois. Et en parallèle, on a les Américains qui ont mis en place une politique de subvention très forte sur les batteries notamment, et des droits de douane, et qui appliquent aussi des droits de douane sur les véhicules chinois. Donc on est dans une concurrence, une configuration internationale très très dure. C'est pour ça que l'Europe doit renforcer sa politique industrielle. Avec une décision qui a donc été annoncée, qui cible plusieurs marques. On va regarder quels droits de douane ont été annoncés sur 3 marques. Ça va de 17% à 38%. Et puis alors ce qu'il faut savoir, c'est que il y a les producteurs de véhicules électriques chinois qui ont coopéré ou pas, ceux qui ont coopéré à l'enquête mais qui n'ont pas été retenus dans l'échantillon, ils vont avoir un droit moyen pondéré de 21%, et ceux qui n'ont pas coopéré, effectivement, on sera à 38%. Tiens, petite question, pourquoi ils n'ont pas tous coopéré? C'est une question de Béotia, mais on se dit pourquoi prendre le risque de fâcher l'Europe et donc d'avoir des droits de douane encore plus lourds que les autres? Alors là, il y a des enjeux qui peuvent être un peu complexes à comprendre. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain. Je pense qu'il y a effectivement de gros enjeux industriels. La Chine a répliqué aussi par rapport à cette décision, étant donné qu'elle a saisi l'OMC, et le processus n'est pas terminé. C'est-à-dire que même si cette décision elle rentre en application le 4 juillet, les États doivent être encore consultés et la Commission doit finaliser son enquête. Donc on est plutôt sur une précision du dispositif fin octobre. Oui, c'est ça. Décision finale en novembre à la majorité qualifiée. Ça veut dire qu'il faudrait 15 pays représentant 65% de la population totale de l'Union européenne pour bloquer la décision. On n'en est pas là, mais en revanche, il y a des freins, et notamment il y a l'Allemagne qui freine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Ça s'explique par, j'imagine, la place de ces marques sur le marché chinois? Certains des gros constructeurs allemands ont vraiment pris comme stratégie d'aller vendre du thermique en Chine. Donc, ils ont aussi un intérêt. S'il y avait des mesures de réplique de la Chine vis-à-vis de l'Europe, certains constructeurs pourraient y perdre beaucoup. C'est des choix stratégiques qui expliquent que chacun n'a pas les mêmes intérêts dedans. Les Français exportent moins en Chine. Au-delà de ces droits de douane, parce que c'est un levier, mais c'est certainement pas le seul. Qu'est-ce qui manque au niveau européen dans ce secteur automobile? Des choix, une politique industrielle coordonnée? Comment vous pouvez évaluer ça? Une politique industrielle coordonnée. Alors effectivement, les droits de douane, c'est intéressant, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il y a besoin d'avoir des investissements massifs à côté, et puis des politiques nationales qui permettent d'orienter la production vers les produits qui sont les plus cohérents avec ce vers quoi on va, c'est-à-dire des véhicules qui soient vraiment propres. Aujourd'hui, un véhicule électrique, c'est pas parce qu'on a un véhicule électrique qu'il est forcément performant d'un point de vue environnemental. Donc il y a bien aussi d'orienter la production. Mais ça veut dire quoi, si on rentre dans le détail, orienter la production? Ça veut dire qu'on a besoin d'aller vers des véhicules qui soient réellement performants d'un point de vue environnemental. Ça veut dire qu'on a besoin de renforcer les normes sur, par exemple, l'efficacité énergétique ou l'empreinte environnementale des batteries. Alors là, on touche un point important sur les batteries. On a parlé des droits de douane sur les véhicules. Ça ne touche que les véhicules. Aujourd'hui, la grosse partie de la valeur ajoutée
d'un véhicule, c'est plus le moteur, c'est devenu la batterie. Bien sûr, ouais. Et avec tous les enjeux environnementaux qu'on connaît dessus, c'est-à-dire sur les ressources, la nécessité de pouvoir récupérer les matières, etc. Et la valeur est dedans. Et aujourd'hui, il n'y a pas de droit de douane sur les batteries. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'on produit des batteries en Chine 2 fois moins chères que celles qui sont produites en Europe. Du coup, les gros investissements qui ont été faits sur les batteries, sur les projets de batteries en Europe, on a une cinquantaine de projets de fabrication de batteries, aujourd'hui ne sont pas protégés par des barrières douanières. Mais on le voit avec les difficultés notamment du suédois Northvolt qui ont été annoncées il y a quelques jours. Exactement, et ça donne une idée du risque qu'on a. C'est pour ça que Tiani, on propose qu'il y ait également des droits de douane sur les batteries, ou qu'il y ait au moins une sorte de norme pour caper finalement l'empreinte environnementale des batteries et donner la priorité à celles qui sont les plus propres sur notre territoire européen. Ça permettrait d'avantager les batteries européennes. Je reprécise un truc, c'est que les batteries européennes, elles sont en moyenne, leur empreinte environnementale est 40% plus faible, si on prend un indicateur global. Et donc, il y a un vrai intérêt à avoir une production européenne de batteries. Est-ce que ça veut dire aussi produire des voitures plus petites, plus légères et moins de SUV électriques? Oui, tout à fait. Le gros défaut de la stratégie des constructeurs européens, ça a été de rentrer dans l'électrique par les gros modèles. C'est l'inverse de ce qu'avaient fait les Chinois, qui sont rentrés dans l'électrique par des petits modèles. Et du coup, ces gros modèles, ils sont en général plus chers. Le Covid, avec les problèmes d'approvisionnement, cette période-là a renforcé cette stratégie. Donc, ils se sont dit, on a moins d'équipements, donc on fait moins de véhicules, donc on va miser sur des véhicules plus chers pour faire au moins autant de profit. Résultat, on a des gros véhicules. Le marché, les automobilistes, ils attendent des véhicules peu chers, abordables en fait. Oui. On l'a vu évidemment avec le leasing social qui a été mis en place au début de cette année 2024 et qui a duré quelques semaines à peine, tellement l'engouement a été important. On verra quelle enveloppe lui est consacrée pour l'année 2025. C'est un des gros enjeux. C'est un des gros enjeux, on est bien d'accord. Ces droits de douane, ils seraient appliqués pendant 5 ans. Oui, ça veut dire quoi? C'est une course, il faut gagner du temps en fait? C'est ça l'explication? Je pense que c'est au moins 5 ans. Après, je pense en fonction du contexte qui sera celui dans 5 ans, ce sera renouvelé. Je vous pose la question, pardon. Il faut gagner du temps parce qu'il y a cette barrière temporelle, 2035, interdiction de la vente des voitures thermiques en Europe. On a peut-être fait un peu les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'on prend cette décision à un moment où nos constructeurs ne sont pas tout à fait prêts. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? Alors, 2 choses. Il y a une course à l'électrique. Oui. Et effectivement, c'est une course, ça veut dire qu'il faut aller vite. Il faut aller vite, il faut que les constructeurs européens soient positionnés sur l'électrique. Oui. Sinon, la concurrence des véhicules chinois va arriver. Et du coup, il y a des vrais risques, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les constructeurs eux-mêmes, de recomposition du secteur et notamment éventuellement de mort de certains constructeurs. Donc oui, ils jouent leur survie et ils jouent la survie de tissu industriel avec tous les emplois qu'il y a derrière. Donc là, il y a un enjeu qui est crucial. Oui, il faut aller vite et il faut que les constructeurs européens se mettent sur l'électrique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui tire les investissements? C'est cette loi sur les émissions de CO2. C'est cette écéchéance 2035. Oui. Donc il fallait quand même la mettre, cette échéance. Mais évidemment, sinon, la révolution n'aurait pas eu lieu dans le secteur automobile. Ah, exactement. Il n'y aurait pas eu les 150 milliards d'investissements s'il n'y avait pas eu ces normes CO2. Et si les objectifs 2025-2030 ne sont pas maintenus, et 2035, il y a un vrai risque que les projets qui sont aujourd'hui encore des projets périclitent. Et donc là, ça veut dire concrètement des emplois en moins. Il y a un vrai... Est-ce on parlait de mesures de rétorsion, on parlait de la réaction des Allemands. Est-ce qu'il y a un risque de mesures de rétorsion sur des produits français de la part de la Chine? Ou est-ce que c'est pas forcément lié ou annoncé? Sur les Français, en termes de véhicules, pour l'instant, il n'y a pas de risque. Sur d'autres produits que les véhicules. Mais ça pourrait arriver, effectivement. Ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, l'Europe ne soit pas naïve vis-à-vis d'un contexte international où, sur certains produits, la concurrence n'était pas équitable. Donc, c'est important qu'elle remonte un peu sa capacité à imposer aussi le respect des règles. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce bras de fer, qui est donc un bras de fer triangulaire. On l'a bien compris, puisque les États-Unis ne sont pas en reste. À bientôt sur Bismart. For Change, c'est l'heure de notre rubrique Startup tout de suite.